Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Vous l'entendez à ma voix, ce n'est pas Jérôme qui est avec nous aujourd'hui pour animer l'émission puisqu'il a une extinction de voix et qu'il est donc du coup sur l'injury reserve. Et donc du coup, je vais prendre le relais. Vous avez semblé avoir bien aimé l'épisode de la semaine dernière quand j'étais en bye week moi-même avec Alex des Fantasy Ballers. Et ben on va du coup le retrouver encore une fois aujourd'hui pour nous accompagner sur ce rewind. Salut Alex, comment tu vas ? Bonsoir Alex, ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Tu vas commencer à devenir un régulier de l'émission et tu vas pouvoir avoir ton petit pull front office comme on a avec Jérôme aussi. Donc, J'ai cru ton petit badge, tu sais, comme les Ah, scouts quand ils font les bonnes actions. Hein. on Ils ont peut les aussi, petits badges, on peut un petit sticker, un voilà, petit sticker. on peut s'en sortir, on peut faire quelque chose. Donc c'est cool. C'est cool en tout cas. Merci beaucoup de remplacer Jérôme au pied levé. Pour ceux qui écoutent ce podcast, du coup, suivez-nous partout sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, c'est tout @ le front office. Suivez les Fantasy Ballers aussi puisqu'il nous a notre practice squad, j'ai envie de dire en ce moment là, qui nous aide quand même pas mal et qui dépanne des nombreuses blessures. Donc @Fantasy Ballers F sur Twitter. Ouais. Sur X, effectivement, sur X. Ouais. Et Alex, il y a Alex Grosjean sur X. C'est ça aussi, Lala Packers Connu, pour les intimes. Lala Packers, exactement, Lala Packers pour les intimes. Voilà, je pense que c'est bien. On va te retrouver, je pense, du coup, mardi soir. Donc, on enregistre l'épisode lundi, donc on n'a pas encore vu le match entre les Lions et les Riders du Tuesday Night Football. Donc, pour vous qui C'est pas écoutez très grave, je pense. le mardi matin, en tout cas, donc on ne parlera pas de ce match parce qu'on n'a pas l'info. Mais on va quand même faire un petit tour fantasy avec les ligues des Fantasy Ballers parce que voilà, à moins que tu aies Amon-Ra St. Brown ou Josh Jacobs ou Davante Adams qui sont quand même des bons joueurs, les ligues sont à peu près, les matchs sont à peu près terminés. Et Alex, on est dans la même division du trophée Fantasy Ballers, des collègues de 3-4 qui vont passer en 4-4 du coup. Ouais, et j'espère. Normalement, oui, là avec le score de ce week-end, on s'est bien parti. Enfin, c'est fait même d'ailleurs, quasiment, parce que même s'il me reste quelques points moi à glaner, mon adversaire, lui, non, théoriquement, il n'a plus rien à glaner. Donc oui, non, c'est cool. Il faut qu'on puisse remonter un peu tout ça parce que je l'avais un peu mauvaise quand même. Ouais, je te comprends. On est tous les deux dans une situation particulière où on remonte tranquillement en 4-4. En revanche, moi, sur la ligue des légendes avec les différents créateurs de contenu, je suis en train de perdre contre Mehdi de Touchdown Actu. Donc, à moins que Davante Adams fasse un match à 40 points cette nuit. Du coup, à la nuit précédente, pour ceux qui l'écoutent mardi, en général, je pense qu'il va sortir mardi. Peu de chances que ça passe. En parlant de Davante Adams, on avait posé une question sur Spotify lors du dernier épisode, lors de la preview de la semaine 8 qui vient de se dérouler. On avait posé la question de quel joueur serait tradé lors de la trade, avant la trade deadline, qui est du coup le 31 aujourd'hui. À quoi? C'est 22h heure française, je crois, la trade deadline, si mes souvenirs sont C'est ça, c'est milieu d'après-midi, je crois que c'est l'heure du goûter. Hein. Pour l'heure du goûter, il s'arrête à l'heure du goûter, voilà. Après, ils ont bien raison. C'est terminé, voilà. Non, je sais pas. Oui, je crois que c'est dans ces eaux-là, exactement. Ouais. Dans ces eaux-là, exactement. Et donc du coup, on a eu quelques réponses. On a eu Davante Adams qui, selon vous, pourrait être tradé. Jerry Jeudy du côté des Broncos, qui est un vrai candidat au trade avec son ami Courtland Sutton. Daniel Hunter aussi. Donc voilà, beaucoup de joueurs qui peuvent être éventuellement tradés. Alex, est-ce que tu as un joueur que tu as une idée, tu te dis tiens, il pourrait partir et s'il part, j'aimerais le voir dans telle équipe. Est-ce que tu as quelque chose comme ça ou une petite idée de j'ai pas d'idée. Après, je pense qu'il y a un mainstream, enfin un courant commun sur l'Arlésienne qui est Derrick Henry, quoi. Surtout qu'on entend un peu tout et pas son contraire, mais à une manière différente de le dire. Donc, on se dit tiens, la porte est bien ouverte. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été contactés. Marquise Brown a été contacté aussi dans le cadre de transfert. Moi, je pense que ça va faire pchit tout ça. Il se passera pas grand-chose. Hormis, et ça on l'abordera peut-être au cours de la mission, mais pour pallier les blessures de ce week-end, quoi, à la rigueur, des trades pour avoir un backup, un quarterback en backup, que ce soit. Mais sinon, je vois pas grand-chose à l'heure actuelle.
Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va faire une petite razzia du côté des Commanders. Je pense qu'il peut y avoir, notamment, c'est Jacoby Brissett, où on entendait beaucoup qu'il pouvait être sur le marché. Et côté défensif, Chase Young et Montez Sweat, la meilleure offre sera acceptée. J'avais entendu une offre d'un 3e tour qui était proche d'être acceptée pour Montez Sweat, d'une équipe pas définie encore. Sûrement les Eagles, hein, de toute manière, vu que eux ils arrivent à récupérer n'importe qui pour pas grand chose. Donc voilà, effectivement, voilà, beaucoup de monde. J'ai vu en tout cas, pour faire un peu de la pub à nos différents collègues, que The Free Agent fait un live tracker des différentes transactions. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Vous avez une application aussi qui est sortie récemment. Donc si vous avez envie de la télécharger, avec tous les sports US sont dessus, et notamment du coup ce live tracker de la free agent, pas de la free agency, mais de la trade deadline. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite introduction, et je te propose qu'on passe maintenant au rewind de cette semaine. Rewind of the week. He's gonna fumble the football. Et pour commencer ce rewind, je te propose qu'on parle chacun notre tour de notre match préféré de la semaine. Je vais te laisser commencer, parce que c'est vrai que c'était un match qui était intéressant lors du slate de 21h. C'est ça, c'était le match des Cleveland Browns contre Seattle Seahawks, donc gagné par les Seahawks 24-20. Ce match, en fait, plus pour son côté dramatique, la fin, comment ça s'est terminé. Ça s'est joué vraiment à peu de choses. Les Seahawks menaient assez facilement au départ. La défense des Browns un peu à la ramasse. J'avais même mis d'ailleurs dans les start thèmes, 6 thèmes pour en fantasy, j'avais dit que voilà, il fallait bencher, mettre sur le banc Tyler Lockett parce que ça va être compliqué. Il nous fait un très très bon début de match. Il cartonne. Il met les touchdowns qu'il faut. Geno Smith est bien d'ailleurs sa ligne offensive. Ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, PJ Walker est bien muselé par Nwosu, par Jordan Brooks en termes de défense. Grosse pression au niveau de la ligne offensive des Cleveland Browns. Bitonio, pas forcément bien dans ses pompes. Et puis d'un coup, seconde mi-temps, vraiment, ils ont changé de braquet. Ils ont essayé de durcir le jeu et ça a créé du coup ce suspense à la fin qui faisait que du coup PJ Walker, il était là pour encore, ça se trouve, battre une nouvelle équipe de NFC West après les Niners et ça s'est joué à une passe incomplète avec une bonne pression défensive au niveau du deuxième rideau. Et quand on voit les stats, PJ Walker, bon bah c'est quand même 248 yards. Alors gros déchet justement à cause de la première mi-temps, 1531 à la passe, un touchdown et 2 interceptions, notamment avec Julian Love et Devin Witherspoon qui font très 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 bon boulot à l'arrière défensif au niveau des Seahawks. Mais derrière c'était Amari Cooper, il est quand même là. Il a quand même mis 89 yards, 6 réceptions sur 11. Et là, c'est là aussi la bonne surprise, c'est la renaissance de Njoku dans le système. Njoku, le tight end, a sa part. Donc, ça a été assez déterminant pour se maintenir en match, puisque Njoku fait des 77 yards. Et pour moi, c'est l'attaque en fait qui lance des Seahawks au départ. C'est la défense des Seahawks qui fait gagner à la fin. Et c'était vraiment un très beau match. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, beaucoup de déchets de la part de PJ Walker, notamment en première mi-temps, avec une interception et un fumble perdu aussi. C'est vrai que voilà, c'était bizarre ce match, je trouvais, au début, où tu pensais que ça pouvait faire une rouste, alors que normalement les Browns, c'est quand vraiment la défense qui fait en sorte de gagner les matchs, en l'occurrence. Enfin, c'est vraiment un aspect plutôt positif. Enfin, on l'a vu contre les Niners, on l'a moins vu contre les Colts après, où ils auraient dû perdre le match si les arbitres n'avaient pas décidé autrement. Du moins en fin de match, c'est un peu l'impression que ça donnait. Et après, ils ont réussi à bien cadenasser les Seahawks, Geno Smith et compagnie. Et effectivement, tu perds sur un touchdown et une passe incomplète à la fin, mais c'était un beau match où, moi, pour être honnête, à 22h, en général, je vais me coucher. Donc, je regarde pas les deuxièmes mi-temps, je les regarde en replay, après, je regarde tout le reste. Et quand je suis parti, je me suis dit, bon, ok, les Seahawks ont fait le taf,
ça va être tranquille quoi maintenant, parce que PJ Walker, ça a pas la carrure d'un super QB qui peut te ramener d'un match très compliqué. Et au final, ça a bien fonctionné en deuxième mi-temps et ça aurait pu gagner. Donc, comme tu le dis, un très beau match. Moi, de mon côté, je vais parler du gros match, les points, les passes et les records. Donc, je vais parler du match entre les Eagles et les Commanders qui a fini en 38-31 pour les Eagles. C'est le deuxième gros match qu'il y a eu entre les Eagles et les Commanders cette saison. Ils sont dans la même division, donc ils s'affrontent 2 fois. Gros match d'A.J. Brown, encore une fois. 6e match consécutif à plus de 125 yards, qui est un record dans la NFL, dans l'histoire. Donc c'est beau. Les 2 touchdowns qu'il met sont absolument incroyables. Si vous avez pas eu le temps de regarder le match, je vous invite à aller regarder au moins le replay, pas le condensé, mais vraiment le résumé sur YouTube. Vous aurez une grosse partie des actions. C'est 12 minutes. Franchement, ça vaut bien le coup. Les touchdowns sont attrapés à des manières vraiment folles, et il y en a un autre qu'il aurait pu attraper où c'est finalement une pass interference dans la end zone. Et voilà, ce mec-là, et je pense de ce que j'ai compris, Alex, tu en parleras un peu plus tard d'A.J. Brown, au milieu d'autres personnes, donc on pourra en parler un peu plus tard si tu veux. Moi, j'ai aussi noté les 12 tackles. J'ai noté les 12 tackles de Nakobe Dean. Quand même 12 tackles dans un match, dont 11 solos, c'est quand même une performance qu'on peut noter. Et ensuite, moi, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment le match a été, ça se renvoyait dans tous les sens. Samuel, on avait des petits soucis nous avec Jérôme sur le fait qu'il distribue le ballon à des Curtis Samuel et à des Logan Thomas quasi en exclusivité et rien d'autre. Là, t'as eu 5 receveurs à plus de 5 réceptions, il y a eu 4 touchdowns à la réception et 4 joueurs différents. Jan Dodson, Terry McLaurin. Enfin, voilà, c'est vraiment tes top receveurs sont impliqués. Il y a eu un drive super rapide pour aller mettre un field goal juste avant la mi-temps qui, tu te dis à ce moment-là, bah, ok, là, t'as quand même tu les as posés sur la table et ça a payé. Et Joey Sly qui met un field goal de 61 yards. Et il y a eu des fumbles côté Eagles, notamment Kenneth Gainwell en quasi end zone, Jalen Hurts qui rate un touche-push, la petite mêlée qu'on aime tant en NFL. Et ça fumble, donc comme quoi ce play n'est pas si inarrêtable que ça, et ça peut ne pas fonctionner à des moments. Donc moi j'ai bien aimé ce match parce que voilà, il y a eu énormément de choses, beaucoup d'actions, ça a pas trop couru côté Commanders parce que le game script faisait en sorte que ça court pas trop. Mais pareil côté Eagles, donc voilà, ça a vraiment beaucoup lancé, c'était un match qui était plaisant à voir et avec quand même des belles choses. Je trouve qu'on commence à avoir une touche bien ennemie dans cette attaque des Commanders qui fait pas de mal. Et voilà, quand on parlait des joueurs qui peuvent être tradés, Jacoby Brissett a été pris un peu comme une solution alternative si Samuel ne fonctionnait pas. Samuel, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, donc si tu peux récupérer quelques assets, notamment de la part des Vikings peut-être, de la part je sais pas de qui d'autre, hein, mais il peut y avoir des options, des Jets peut-être. Je pense que c'est le bon moment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match-là et visiblement mon chien aussi. Je sais pas ce que tu en penses de ce match, Alex. Non, mais je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'était l'alternative justement dans les matchs, les top matchs, matchs préférés pardon de la semaine. En fait, c'est surtout que ça témoigne toute la frustration, à mon avis, de la fanbase des Commanders, de montrer comme quoi ils peuvent faire ce type de match. Le problème, c'est qu'ils soufflent le chaud comme le froid, les Commanders, et en fait, c'est comme ça marche. Alors bon, malgré tout, à la fin, c'est comme les Eagles qui gagnent, quoi. C'est comme au football, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Mais bon, ils montrent comme quoi ils sont pas ridicules, parce que combien de fois on estime que Rivera n'a plus rien à faire là, que c'est un coach dépassé, et en fait, c'est surtout toujours un meilleur d'homme. Mais comme tu dis, je pense que Bieniemy met sa patte, mais que la défense, et surtout la défense, quand elle est là, quand elle est bien concentrée et concernée, elle peut faire très très mal, et la preuve, comme tu disais, elle a réussi à arrêter le touche-push, donc c'est pas par hasard. Totalement. Donc ça vraiment, ça a été voilà, un beau match, et vraiment pour ceux qui n'ont pas pu voir ces 2 matchs-là, si vous n'avez pas le NFL Game Pass, allez regarder au moins sur YouTube le petit résumé, on vous invite à aller le voir, vous serez pas du tout déçus. Je t'invite à passer maintenant à nos top et flop équipes, les équipes qui nous ont surprises et les équipes qui nous ont déçus du coup. On
on va commencer par le positif, on va commencer par le top. Et est-ce que tu veux commencer parce que ton choix m'a un petit peu surpris et j'ai hâte que tu le justifies, même si je pense que t'as pas forcément tort sur l'idée. En fait, on souligne toujours les top équipes qui gagnent, les top joueurs ou autres. Et moi, j'ai envie de souligner la top équipe, la meilleure équipe qui perd en fait. Et la meilleure équipe qui perd pour moi sur le plateau à l'heure actuelle, c'est les Arizona Cardinals. C'est une équipe qui est incroyable. On sous-estimait le coaching staff en manière individuelle à la sortie des Eagles par rapport à Gannon et Steichen. Et Gannon, ce qu'il fait en tant que coach, en tant que meneur d'hommes, avec une équipe qui manque de talent, moi, me surprend toujours et que les Cardinals, c'est vraiment un peu la gratter. Ils perdent seulement, entre guillemets, de 7 points d'écart face aux Ravens, donc puisque les Ravens gagnent 31-24 là-bas à Arizona. Mais quand on regarde les stats de Lamar Jackson, contrairement à la semaine dernière où j'avais mis en exergue les Ravens, là ils ont bien maintenu comment Lamar Jackson avec seulement 157 yards avec un seul TD, 16 sur 27 donc à la passe. Et d'ailleurs, il court pas pour autant derrière, hein, puisqu'il a juste 17 yards à la course. Donc un plan anti Lamar Jackson qui a quelque part fonctionné sans avoir, parce qu'en fait la faiblesse c'est par rapport au jeu de course, et ça c'est démontré avec Gus Edwards et ses 80 yards entre autres. Mais oui, Cardinals c'est vraiment un peu la gratter. Josh Dobbs qui est vraiment le quarterback, on va dire, qui est moyen, quoi, mais qui a le mérite de se battre, qui court pour un TD, qui tente, et à la fin, ils reviennent diable vauvert, quitte à presque égaliser pour aller en overtime. Donc pour moi, faut féliciter quand même des équipes qui se battent, comme on me disait avec Mathieu du groupe Dallas Cowboys FR sur X, il y a aucun joueur qui tank pour le plaisir de tanker. Ils se battent pour des contrats, ils se battent pour leur vie, pour leur orgueil. Et moi, de voir des équipes qui se battent pour leur orgueil, j'aime ça. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en évidence les Cardinals. Ouais, je suis totalement d'accord. J'étais surpris parce que comme tu le dis, en général, on met en avant des équipes qui gagnent dans cette partie-là, mais c'est vrai que les Cardinals, ils nous surprennent beaucoup. Quand même, quand là tu vois le début du troisième quart-temps et que les Ravens puntent 3 fois de suite, tu te dis ah ouais d'accord, en fait ils sont revenus et ils ont pas envie de blaguer. Ça a pas malheureusement fonctionné à la fin du troisième, mais voilà quoi, c'est une belle équipe, bien coachée, et je pense qu'il y a des beaux jours devant eux. On le savait que ça allait être une saison difficile. Ils ont leur pic l'année prochaine, contrairement à d'autres équipes qui galèrent. Et donc c'est assez positif, je trouve, cette équipe-là du côté des Cardinals, même s'ils sont en 1-7. Et ils ont quand même bien, comme tu le dis, bien tenu Lamar Jackson qui avait ouvert les Lions complètement, même en gagnant et continuait de lancer. Là, ça gagnait quand même, mais ça a eu du mal. Donc beau choix. Et ils maintiennent Josh Dobbs sous le casque encore cette semaine. Kyler Murray reste encore au frigo. Ouais, on verra si Kyler Murray sera pas tradé d'ici demain. Ça. On verra, hein, j'y crois pas trop, mais t'as toujours cette possibilité. On verra ce que ça donne parce que c'est quand même un gros contrat, Kyler Murray. Là, si t'es pas sûr, faut y aller. Moi, de mon côté, je vais parler de mon pronostic boule de cristal de la semaine dernière, puisque j'y croyais pas trop quand je l'ai dit lors de notre 2-minute warning. Mais ça s'est réalisé. Les Broncos ont battu les Chiefs pour la première fois de l'ère Patrick Mahomes. Alors, il y a eu des conditions qui ont fait en sorte que ce soit moins compliqué, on va dire, pour les Broncos de gagner. Il faisait super froid, dans mes souvenirs, il a pas neigé, mais il faisait quand même, c'était pas des conditions où tu avais forcément envie d'être sur le terrain. Et voilà, et il y a eu quand même un beau match de la part de ces Broncos qui ont été ultra efficaces, notamment au lancer, parce que Russell Wilson qui lance 12 fois mais qui met 3 touchdowns sur 114 yards, c'est quand même que ça a bien fonctionné, notamment au niveau de la défense des Broncos qui les a mis dans des bonnes conditions. On commence à voir un Javonte Williams enfin qui prend le rôle de lead back dans cette équipe avec une
une moyenne de yards par course seulement de 3,15, mais qui quand même arrive à porter le ballon 27 fois en sortant d'une grosse blessure qu'il a eu l'année dernière, c'est positif. Il a mis son premier touchdown depuis 2021. Ces Broncos-là, tu parlais des Cardinals qui sont un poil à gratter, je trouve, dans le jeu, mais qui au final perdent le match. Je trouve que ces Broncos, c'est un poil à gratter parce qu'on sait qu'ils vont rien faire cette saison. Du moins, c'est mon avis. Je pense qu'ils ne vont nulle part. Ils vont être au milieu de tableau et rater les playoffs parce que l'AFC est extrêmement compétitive et que tu joues dans une division qui est difficile. Comme on a pu le voir sur le premier match face aux Chiefs et après tu joues quand même les Chargers 2 fois aussi. Mais ils peuvent gagner n'importe quel match, on dirait. Et là, si la défense commence à bien refaire le taf comme c'est le cas depuis 2-3 semaines, je pense que ça peut être intéressant de voir ces Broncos à l'avenir. Donc voilà. Il faudra toujours faire attention quand même puisqu'on a eu un échantillon très faible de passes, notamment de Russell Wilson. Donc on ne sait pas si avec un plus grand, il aurait fait n'importe quoi comme il a pu le faire beaucoup de fois récemment. Mais voilà, donc je voulais noter ces Broncos qui battent les Chiefs et qui rendent encore les différentes divisions d'AFC encore plus serrées, parce que je crois que tous les vainqueurs tous les premiers divs en AFC sont en 6-2. Faut que je vérifie, mais je crois que j'avais vu ça passer. Donc je vais aller vérifier ce que je dis. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde, hein. Parce que les Chiefs, les Dolphins, les Jaguars, les Ravens, les 4 sont en 6-2. Donc c'est quand même assez c'est assez sympa avec un gros match entre les Chiefs et les Dolphins, là, notamment qui arrivent à Francfort ce week-end. Pour ceux qui y vont, amusez-vous bien. Et voilà, donc merci les Broncos de mettre de rendre cette division encore plus intéressante, même s'ils sont 15e pour l'instant de l'AFC. Et merci aux Packers d'avoir relancé les Broncos. Voilà. Merci les Packers, merci. Donc voilà l'équipe que je voulais mettre en avant, mais voilà, Patrick Mahomes était un peu malade. Il y avait pas Taylor Swift, donc Travis Kelce ne pouvait pas faire un gros match. C'est la loi. C'est incroyable. Non, mais statistiquement, c'est vrai en plus. Hein. Chaque fois, il fait des non-matchs quand elle est pas là, quoi. C'est ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est comme le joueur de foot qui a sa copine dans les tribunes et qui commence à faire des virgules un peu n'importe comment. On se demande pourquoi il fait tout ça. Bah voilà, la Travis Kelce, il a pas sa copine dans les tribunes, il fait un peu moins. Mais bon, ça a fait une semaine au moins de non Taylor Swift dans le Instagram de la NFL. On a pu voir des actions. C'est pas mal. Dingue. Voilà côté top team. Côté flop team, on était d'accord tous les deux sur une. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec la mienne et on parlera ensuite de la nôtre. Je vais commencer du coup moi avec les Los Angeles Rams qui ont perdu et qui se sont fait annihiler par les Dallas Cowboys. Le match était un non-match. Ça a été interception, pick six. Je parlerai un peu plus tard d'un joueur en particulier. Mais premier quart-temps 17-3 côté Cowboys, deuxième quart-temps 16-6 côté Cowboys encore, et pour un score final du coup de 43-20. Un match où le jeu à la course n'a pas été extrêmement bien établi côté Rams parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. À la passe, il s'est rien passé. Puka Nacua a fait un match qu'on attendait de lui limite au début de saison pour un 5e tour de 3 réceptions pour 43 yards. Cooper Kupp 10 targets, seulement 4 réceptions pour 21 yards. C'est un match qui côté Rams c'était pas spécialement ultra intéressant. Ils se sont même pris une safety sur un punt bloqué. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées côté Cowboys en positif, beaucoup moins côté Rams. Mais c'est plus un choix par défaut. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'équipes qui se sont dégagées en très très négatif. Les Rams, c'est plus par l'ampleur de leur défaite que je voulais les noter, et surtout parce que c'était une occasion de repasser en positif, de rester un peu dans la course en play-off. Et j'ai l'impression que cette défaite-là, elle va leur faire un gros coup au moral, parce que c'était un peu la question de qui est cette 5e équipe en NFC derrière Cowboys, Eagles, Lions, Niners. Il y a une autre réponse là, je pense, au final, qui est en train de remonter et qui est en train de gagner sa division au final. Mais du coup, les Rams ne sont, je pense, plus trop dans cette discussion-là. Et on verra ce que ça peut donner pour la suite de la saison. L'objectif, je pense pas de cette saison était de gagner. Mais au moins, ils ont montré des belles choses et on verra la suite cette semaine. Pas ouf. Oui. Non, mais en plus, il faut voir si Stafford, sa blessure
et plus ou moins embêtante par la suite. Ça, c'est vraiment pas idéal parce que ils ont quand même un gros jeu aérien. Ils ont besoin d'un passeur comme lui. Bon, ça va être, c'est une grosse énigme. Maintenant, satisfait des Rams parce que moi, je les attendais beaucoup plus bas dans la globalité. Donc, ils se Exactement. battent. Mais là, les Cowboys, ils sortent de bail, ils sont reposés. Ils ont McCarthy, il a trouvé deux, trois jeux, voilà, parce qu'il a étoffé. Avant, il en avait que 6-7 dans son cahier. Maintenant, il en a un peu plus. Par contre, il a oublié tous les jeux de course à la maison. Ça, par contre, ça, c'est évident. Mais bon, faut rendre à César ce qui est à César pour la victoire des Cowboys. Ouais, c'était une semaine où il n'y a pas eu le jeu à la course, c'était pas nécessairement de mise, c'était Hein. plus de beaucoup de la passe, beaucoup de passes. Et voilà. Je te propose de parler de ta flop team où on était tous les deux d'accord au début. Et donc je vais te laisser entamer. Oui, c'est en même temps pour faire un petit coucou à toute la communauté 49ers que j'apprécie énormément, Coucou le mais Tio. qui mais Lucho entre autres, hein, mais même le compte des 49ers Belgique sur X qui est très actif et très sympathique, mais qui là on les sent complètement tomber. Donc les Niners flop team. Les statistiques en fait des joueurs des Niners enfin d'un joueur des Niners, notamment Brock Purdy, est complètement trompeuse parce qu'il fait quand même 365 yards, 22 sur 31 à la passe, bon, un TD, mais deux interceptions. Bon après deux interceptions, soit. Mais quand tu vois ça et que tu vois qu'en plus il court 57 yards pour 6 carries au total. Mais au final, le score est de 31 pour 17 Bengals. Tu te dis, mais où sont passés les Niners? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Comment se fait-il que avec ce type de statistiques, on en arrive là? Mais parce que, en fait, alors c'est les gros jeux, ça a été surtout sur Tyden George Kittle. George Kittle, qui met 149 yards. Brandon Ayuk, bon, fait quand même 109 yards, 5 targets sur 9. Mais le jeu de course, Christian McCaffrey, 54 yards, 12 carries pour un TD. Il fait 4 yards et demi par course. Tu te dis, au final, il y a que 17 points parce que au final, la défense des Bengals était là. Et que quand ils ont une vraie défense qui a complètement contrecarré leur jeu de course, notamment grâce à Trey Derrickson, entre autres, ils sont un peu perdus. Et étonnamment, aucune imagination. Mais vraiment aucune imagination. Limite, en fait, les passes réussies, c'est complètement sous pression Brock Purdy, un peu chanceux, hein, un peu dans l'histoire, et qui fait que du coup, tu as les Niners qui sont complètement hors sujet, et surtout sur les deux tiers du match. Parce qu'à la fin, ils essayent de mettre un peu la tête en dehors de l'eau, mais en même temps, les Bengals, ils sont plus en train de gérer le scoring, gérer l'horloge. Et moi, c'est donc la flop team pour les Niners, c'est la flop team surtout pour Kyle Shanahan, qui a fait un non-match en termes de créativité sur ces jeux. Alors c'est bien beau de faire marquer un touchdown à Christian McCaffrey chaque match pour qu'il batte les records, puisque là il a marqué son 17e touchdown d'affilée, mais c'est pas suffisant quoi. Et alors après il y en a qui vont me dire Brock Purdy retombe dans son côté chat noir, on l'appelait Brocktober quand il était à l'université, parce qu'à chaque fois au mois d'octobre, c'était la catastrophe. Il n'arrivait pas à aligner un pied devant l'autre au niveau des matchs. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il a performé là quand même quelque part. Il maintient quand même l'équipe comme il peut, mais à côté, c'était le néant. Et donc le néant, pour le point final de Flop Team, c'est la défense. Les assignations complètement ubuesques. On retrouve un peu des assignations ubuesques qui étaient face aux Vikings. Franchement, c'était un normal. Alors, contrairement aux Chiefs qui font un écart de route, les Niners, là, je commence à me dire, je les mets un peu comme dans l'émission qu'on fait à Fantasy Ballers, je les mets dans le panic meter un peu là.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce que le premier match, on avait posé lors de la première défaite en semaine 6 il y avait les Eagles et les Niners qui avaient perdu. On avait posé la question de est-ce qu'il y a une des deux équipes qui vous inquiète plus que ça? Est-ce que la défaite des deux vous inquiète? Et c'était en général non. Mais s'il y avait une des deux équipes sur lesquelles ça inquiétait, c'était plus les Eagles. Au final, les Eagles s'en sont quand même très bien remis. Ils arrivent à gagner des matchs difficiles. Moi, j'ai un peu du mal avec les Eagles, mais force est de constater que ça gagne. Les Niners, en revanche, là, c'est vrai que ça fait quand même 3 défaites de suite. Ok, il y avait les Browns. Ensuite, il y a eu la semaine dernière le match m'échappe parce que je les ai pas regardés. Et ensuite, et ensuite cette semaine contre les Bengals. Donc, c'est un peu des équipes de niveau différents, j'ai envie de dire, avec des forces différentes. Donc, t'as pas vraiment une espèce de kryptonite, j'ai l'impression, de quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout et que t'arrives pas à arrêter. Là, j'ai l'impression, voilà, ça fait 3 matchs où c'est dur. L'objectif, c'est, comme tu l'as dit, que CMC mette son touchdown en début de match, histoire que ce soit fait. Il en a mis 2 au final, donc je pense que c'est un peu pour moi, c'est un des, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe-là en ce moment. Et après, à part ça, c'est assez faible. C'était les Vikings C'était les Vikings, exactement, ouais. Je parlais des assignations en défense où je voyais Fred Warner sur Jordan Addison ont eu TD. Tu disais, ouais. Alors, encore une fois, s'ils étaient à 5 yards de la goal line, je comprendrais que, Fred Warner, c'est un nouveau Luke Kuechly, c'est des gars qui savent tout faire. Mais quand tu à 30, 40 yards de la ligne d'en but, c'est plus touchy quand même comme défense. T'hésites un peu. Ouais, donc c'est Niners qui inquiète un petit peu. On verra ce que ça peut donner la semaine prochaine. Ils sont en bye, donc ça pourra leur faire un peu du bien. Je pense. Et ensuite, on verra. Ils jouent. Ils ont un gros match qui les attend en retour. Ouais, contre les Jaguars. Ils ont les Jaguars. Ouais, les Jaguars. Est-ce qu'on est encore sur un match Attends, j'allais dire, est-ce qu'on est encore sur un match européen ou je me trompe? Tac. Non, du tout. Non, j'ai fini. Eux, ils ont terminé, parce qu'ils étaient 2 semaines d'affilée en plus à Londres, donc non, je crois que c'est terminé. J'avais vu une heure, j'avais vu sur le site de la NFL 13h. Je me suis dit, attends, 13h, c'est bizarre comme horaire. En fait, oui, c'est 13h de l'heure de la East Coast. Donc un match normal. Je te propose pour terminer vite fait sur les Niners, juste pour donner le calendrier, ils ont Jaguars, Buccaneers, Seahawks, Eagles, Seahawks de nouveau, Cardinals, Ravens, Commanders, Rams. Allez. Ouais, on a connu plus simple comme schedule. Là, ils ont perdu la tête de la division. Ils sont 6e en NFC, pardon. Ils sont talonnés par les Vikings qui ont aussi qui ont le tiebreaker face à eux. Ouais, donc tu es pas loin d'être 7e et de devoir affronter, imaginons dans un scénario où les Vikings gagnent un peu plus parce que le calendrier est plus simple, les Niners un peu moins. T'es 7e, tu te retrouves à jouer les Eagles en premier match. Non, tu te retrouves à jouer les Seahawks en premier match vu qu'il y a la bye. Les Seahawks, on a connu plus simple comme premier match, alors que tu pourrais jouer, du coup, je sais pas. Ouais, en fait, c'est un peu dur la NFC. La NFC, les top équipes, elles sont là. Exactement. Donc voilà, je te propose de passer au triplet et au fumble. On va commencer par le triplet. Je l'ai un peu teasé ton triplet en parlant d'AJ Brown tout à l'heure lors de mon match de la semaine. Toi, tu as envie de faire un point positif sur le poste de receveur. Ouais, triplet. Dans vos triplets, j'aime bien mettre en avant des joueurs à l'instar des équipes et notamment là, c'est pas un joueur, c'est les joueurs, car il y en a 2 avec un 3e en accessite. Il y en a 2 qui ont montré comme quoi ils marchent sur l'eau. C'est Tyreek Hill et AJ Brown. Et triplet là, ces 2-là sont des cheat codes en termes de receveurs. Ils sont très, 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 très forts. Alors, j'enfonce des portes ouvertes en disant qu'ils sont très forts, mais je crois que même quand ils sont forts, ils font continuer à dire qu'ils sont forts. Ils font des résultats qui sont complètement pas surhumains, quand même pas, parce qu'ils arrivent à le faire, mais pas loin quand même. Tyreek Hill, oui, parce qu'il bat un record, Tyreek Hill, puisqu'il est le premier receveur à dépasser les milliards en aussi peu de matchs. En juste 60 réceptions de mémoire, une soixantaine de réceptions. Donc, il est exactement à 1014 yards. Et AJ Brown, qui est, alors lui, un peu moins,
mais 939 yards déjà à la réception sur la saison. Et comme tu disais tout à l'heure, AJ Brown, tu peux lui envoyer, parce qu'il n'a pas envoyé en plus des passes faciles, Jalen Hurts, pendant un match. AJ Brown, il fait des catchs bien dans les coins, bien complexes, avec une bonne défense homme à homme. Et pour revenir à Cheetah, lui, c'est carte à puce dans Astérix Obélix chez Cléopâtre. Tu le vois plus, et puis quand tu le revois, il est dans la end zone, c'est fini. Il a déjà tracé. C'est impressionnant. Donc, je voulais vraiment mettre en avant ces deux joueurs-là qui sont incroyables. Et on accessite CeeDee Lamb des Cowboys parce qu'il fait 12 sur 14 et 158 yards à la réception, 2 touchdowns. Beaucoup avaient douté de lui. Alors oui, peut-être que le calendrier sera un peu plus facile à venir. Coucou à Marc qui voulait l'acheter partout en fantasy. Mais quand même, la connexion Dak Prescott et Lamb a bien fonctionné. Et Lamb a montré quand même que en termes de catch contesté, il est assez monstrueux. Donc voilà, je voulais mettre en avant ces receveurs. Je comprends totalement. Et puis, et comment Eric, t'en parlais, milliards. La dernière fois que quelqu'un a fait milliards sur les 8 premiers matchs, fallait remonter en 1961. Donc c'est le premier de l'ère Super Bowl à faire milliards sur 8 matchs. D'un côté, on a Christian McCaffrey à la course qui fait 17 touchdowns, et puis Tyreek Hill avec plus de milliards. Quoi. Et Jay Brown avec ses 6 matchs à 125 yards, c'est quand même, on est sur une belle ère de NFL spectaculaire. Moi, de mon côté, je vais parler de Daron Bland, le cornerback des Cowboys, des Dallas Cowboys, qui a réussi encore à faire une interception et surtout un touchdown défensif. Et en fait, c'est son 3e de la saison. Il y a de touchdown défensif. T'as aucun joueur aujourd'hui défensif qui est à 2 ou plus. Ils sont tous à 1 et lui est à 3. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors aux États-Unis, ça en parle un peu, mais j'ai pas l'impression que Daron Bland ce soit un nom encore qui fasse rêver, on va dire, en France. Ça commence de plus en plus. Voilà, c'est un peu, on en parle comme le remplaçant de Trevon Diggs, le compère de Micah Parsons, mais pas en tant que Daron Bland. C'est le corner de cette saison avec peut-être un peu Geno Stone qui a 5 interceptions quand même. C'est quand même pas mal. Voilà, je voulais mettre un petit point sur lui qui, une fois qu'il récupère la balle en interception, c'est quand même difficile de le rattraper et ça va souvent en end zone. Donc voilà, Daron Bland, dont j'avais parlé lors de la dernière Game Zone, fallait faire deviner dans déchiffrer des lettres, il fallait deviner le joueur, personne ne l'avait trouvé et du coup, c'était quand même quelque chose que je voulais mettre en avant. C'est ça. Non mais Bland, il est incroyable, mais après c'est à l'image de la façon dont c'est géré de Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys. Et trouver le next man up qui soit aussi fort que ça, que Trevon Diggs suite à sa blessure, c'est fort. Ouais, totalement. Donc voilà, je voulais juste le mettre en avant assez rapidement. Et ensuite, là, on va parler un petit peu plus. Lors du fumble, on a 2 catastrophes. Je vais commencer. Moi, je vais parler de Kirk Cousins qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille. C'était vraiment c'était sa saison contrat où il fallait qu'il continue de jouer. Même si je pense que s'il finissait la saison sur ses 2 jambes, il aurait eu un beau contrat en fin de saison. Ça aurait pu être un peu partout où il aurait pu signer. Notamment, je pense que les Vikings auraient voulu le garder. Là, tu te blesses sur un play un petit peu bête où il essaye de courir et le pied reste un peu bloqué dans la pelouse. Du moins, c'est ce que j'ai vu. Là, on arrive sur une Kirk Cousins. J'ai plus son âge en tête exactement. Faudra que je regarde. Mais on est sur un joueur qui est plus proche de la fin. Voilà, il a 35 ans, qui est plus proche de la fin du début. 35, ouais. Ouais, plus proche de la fin que du début. C'était sa dernière possibilité, je pense, d'avoir un gros contrat. Je pense qu'il aura un contrat quand même. Je pense qu'il restera plus aux Vikings maintenant, mais ça lui limite ses chances. Et pour un joueur qui a quasiment jamais été blessé, parce que j'ai pas de souvenir de lui et qui a eu une grosse blessure, c'est triste que ça arrive. Il en a eu, mais pas aussi grave, je crois que celle-là, de mémoire. Ouais, voilà. Donc je voulais juste parler de Kirk Cousins, nos amis des Vikings France, sur X aussi.
Voilà, on avait beaucoup de questions, nous. Est-ce qu'il fallait trader Kirk Cousins? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Sa dernière année de contrat, il a une no trade clause. Est-ce que tu as un moyen de l'envoyer quelque part où ça peut lui faire plaisir? Là, au moins, la question, elle se pose plus. S'il y a un avantage, entre guillemets, à ça, c'est que au moins tu le gardes. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement un avantage. Et voilà. Donc, force rétablissement et courage. T'es très dur avec Kirk Cousins, hein. Moi, j'aime beaucoup Kirk Cousins. Et Ah je me bon, suis, non, parce que je sais pas si c'est un avantage. En même non, temps, entre guillemets, il a. Ah ce oui. que je voulais dire, c'est que c'est pas un avantage Ouais. maintenant de le garder blessé alors que tu aurais pu en récupérer des assets en le tradant. Et que Oui. pour lui, ça aurait pu être une meilleure situation d'aller ailleurs parce que je pense que c'est un QB qui peut te faire gagner dans une équipe qui est bien implantée. Quand tu vois qu'un Jared Goff, un Jimmy Garoppolo t'a emmené une équipe au Super Bowl, je pense que Kirk Cousins pourrait le faire aussi. Là, on voyait là une resurgence, une résurrection de la défense des Vikings depuis la blessure de Justin Jefferson. C'est toujours ce genre de choses qui me fait me poser des questions sur la motivation des équipes. On attend qu'il y ait les blessures d'un top joueur de l'autre côté pour être meilleur dans ton escouade. Ça me fascine toujours. Et voilà, donc c'est vraiment dommage. Ça arrive à un mauvais moment où les Vikings remontent et assez triste pour Cousins, pardon, et pour les Vikings. Je suis même pas sûr qu'ils aient cherché à le trader, hein, les Vikings. Ah non, je pense qu'ils allaient pas chercher à le trader. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils y croyaient dur comme fer, qu'ils allaient combattre avec les Lions pour être champion de division, même s'ils partaient de plus loin. Ouais. Mais vu ce qu'ils ont montré notamment contre les Niners, tu te dis qu'ils avaient fortement la possibilité de se battre. Cousins, à son âge, alors je connais pas, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, notamment merci Netflix, c'est un mec qui a l'air sain, donc je pense qu'il va pouvoir aussi continuer quand même assez longtemps, parce que il a toujours le bras, il a toujours le niveau, toujours la vision de jeu. Alors oui, évidemment qu'il a un côté un peu gamble, donc évidemment il a toujours la possibilité, t'as toujours une interception ou deux qui te pendent au nez, mais quand même, je pense que un mec comme Cousins, à l'heure actuelle, vu le marché des quarterbacks, c'est vrai que ça vaut du pognon en termes de valeur sur le marché. Mais tu te dis quand même que les gars, ils ont perdu Kirk Cousins et Justin Jefferson sur la même année, quoi. Donc Ouais. oui, tu pleures. Et on verra s'ils perdent d'autres mondes, parce que c'est vrai que Daniel Hunter, on en entend beaucoup parler en candidat trade out. Je pense que là, ça risque de partir. Mais ouais, non, c'est dommage parce que, encore une fois, moi j'aime beaucoup Kirk Cousins. Et je savais pas s'il était dans la meilleure situation. Je pense qu'il avait quand même des bons arguments. Et il y avait peut-être moyen de le mettre dans une meilleure équipe à ce moment-là, à un moment. Mais ça remontait bien, les Vikings. Donc, voilà, triste pour lui. Effectivement, tu as raison, il a toujours le bras, puisqu'il s'est pas blessé, il s'est pas pété le coude qui s'est pas retourné en deux, donc il aura toujours quelque chose où il pourra lancer. La jambe, la course, ça n'a jamais été son fort particulier, c'est pas un scrambling quarterback non plus. Mais voilà. Donc, juste pour la tristesse de la blessure, je voulais parler de Kirk Cousins. Donc ça les enchaîne cette saison. Encore une blessure, j'ai l'impression, avec un terrain. Faudra que je regarde le type de terrain. J'ai l'impression que c'était encore un synthétique. Pour moi, c'est du synthétique, hein, c'était aux Vikings, ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore du synthétique aussi. Oui. Peut-être une question à se poser encore une fois. Enfin, la question, je pense qu'elle va se poser à la prochaine réunion des owners, peut-être, ou de la NFLPA, qui va peut-être dire à un moment. On aura encore un tweet de David Bakhtiari pour dire, voyez, comme quoi la pelouse, il faut les changer. Bon, de toute façon, on l'a dit, hein. Même pour les Coupes du Monde ou quoi que ce soit, on l'a dit. Bref. Ouais. Toi, pour ton fumble, tu as envie de nous amener dans un nouveau contexte. Frank Sinatra, Alicia Keys, Jay-Z, et on va chanter. Ouais, enfin là, je vous emmène surtout dans une autre dimension, quoi. C'est surtout ça. C'est pas dans un autre contexte, c'est dans une autre dimension, parce que ce match-là, je sais pas, c'était dans le multiverse. Je suis même pas sûr qu'on le trouve. Doctor Strange, il aurait jamais pu trouver un match pareil. Je suis sûr et certain que c'était impossible. Le match New York. Alors, Purge, c'est trop gentil comme mot. Dope, c'est trop gentil comme mot. Au montage, je mets des bips de partout parce que je vais envoyer. Non, mais je vais pas envoyer, je vais pas dire de gros mots. On n'est pas monétisé, donc on s'en fiche, tu peux y aller. Non, mais même. Non, c'était une merdasse infinie comme match. Heureusement que alors au début, je l'ai vu que par la red zone
C'est-à-dire que tu le voyais pas beaucoup du coup le match parce qu'il se passait rien. Ça suffisait. Il y avait rien, c'est-à-dire que les gars en réalisation, ils savaient pas quoi montrer comme action parce qu'il y avait aucune action. Il y a eu une action, c'est-à-dire le TD de Brice Hall. Et puis c'est tout. Parce que sinon, à côté, les stats, c'est une catastrophe, d'un côté comme de l'autre. En fait, c'était un match de défense. Comme l'avait dit mon compère dans le live qu'on fait le dimanche sur les rosters en fantasy, il disait prenez à la rigueur la défense des Giants en fantasy pour streamer parce que ça va peut-être plus ou moins bien jouer pour finir contre les Jets. Mais carrément, en fait, c'était la défense des Jets contre la défense des Giants. Mais à côté, il y avait rien. Et en plus, le pauvre Tyler Lockett, l'habitué, le poumon perforé, hein, Monsieur Poumon, ben il s'est pété. Tyrod Taylor, pardon. J'ai dit quoi Tyler Lockett. Tyler Lockett, ouais. Tyrod Taylor, ouais. Pardon. Il s'est encore planté sur le plan physique. Du coup, ils ont mis Danny DeVito. Autant dire que c'était encore plus génial. Danny DeVito ouais, sauf que lui, il voit pas le terrain parce que derrière la OL, ou alors si, mais il passe entre les jambes. Je suis pas sûr qu'il passe entre les jambes. Je pense qu'il faut faire un grand écart. Sans s'accroupir et ouais, pas faux. Mais non, tu me diras, les Jets, on les appelle les Gotham. Hein? Ouais. C'était Gotham Jets, hein. Bah, Gotham qui est pingouin qui joue, c'est normal, hein, après tout. Mais non, ça a été une daube. DeVito, il nous a marqué un touchdown à la course. Tant mieux. Mais c'était une purge. C'était catastrophe. Les choix, les décisions, le coaching. Je veux même pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment imbitable comme truc. La fin de match. Alors, tu vois, autant je parlais de suspense entre Cleveland et Seahawks. Alors là, le suspense entre les Jets et les Giants. Ça en était risible. C'était à celui qui voulait pas gagner. Donc ils ont gagné au field goal, un field goal de Greg Zuerlein au dernier moment en overtime. Après quelques actions mais nulles, la couverture de passe catastrophique pendant l'overtime des Giants. Zach Wilson. On se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour aller en overtime parce que Zach Wilson, au lieu d'envoyer des ballons pour se débarrasser du ballon, le gars il recule de 40 yards et il se fait saquer par Thibodeau. T'as envie de dire mais et là Saleh, coordinateur défensif, ok, meneur d'homme peut-être, mais à un moment donné là il va falloir arrêter avec toujours cette fraude. Et là je reviens sur la fraude qui est le coordinateur offensif des Jets, Hackett, qui était le coach notamment des Broncos et notre ancien coordinateur offensif aux Packers. Faut arrêter là il faut arrêter le massacre s'il vous plaît pour nous pour pas qu'on saigne des yeux le dimanche. Arrêtez de jouer comme ça les Jets, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Et puis en plus de ça, t'avais les Jets, il suffisait juste qu'ils avancent et ça passait, hein, parce que les Giants, c'est 7 yards à la passe sur le match. 6 passes réussies sur 14 passes tentées. Heureusement que Saquon Barkley décide de courir et encore, même en 36 portées, il fait que 128 yards. 3,56, ouais. Ouais, contre cette défense des Jets, c'est quand même une belle perf d'arriver à faire 128 yards, peu importe ton nombre de portées. Danny DeVito, il met un touchdown à la course, donc comme quoi ça marche bien. C'est voilà. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est lui qui le met, c'est pas Saquon Barkley. Non, c'est lui qui le met. C'est même pas Wendell Robinson ou quoi que ce soit. Non, mais une stat de dingue d'ailleurs. À la mi-temps, cumulé entre les Jets et les Giants, ils étaient pas loin du record, d'un record aussi des années 70. 15 punts. Ils avaient fait 15 punts. Avec beaucoup de trial out consécutifs. Ah ouais, non mais c'était mon Dieu. Quand tu regardes, c'est vrai que le deuxième quart-temps, c'est field goal raté, punt, fumble, punt. C'est-à-dire que même à la fin, ils tentent rien, ils peuvent pas. Et ils sont à leur propre 46 yards. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. Donc oui, effectivement, que du punt. Et ça a continué après dans le troisième quart, hein. Ça vient de gens, mais derrière, c'est encore c'est punt, three and out, punt, punt, turnover on downs, field goal raté, field goal. Et ensuite, on arrive à cette bonne heure d'overtime qui a pour une fois pas duré longtemps et avec notamment une
une pass interference de 30 yards qui te permet de mettre le field goal. Ils ont même pas tenté, et c'est là où je trouve que c'est drôle, c'est qu'ils ont arrivé aux 15 yards des Giants et ils ont dit, on tente rien, on tape. Ça sert à rien, là. Surtout pas! Surtout pas. Terminons ce match. Je pense que c'est la meilleure décision. Je fais la passe. Non, fais pas de passe. Je pense que c'est la meilleure décision des Jets, ça a été de taper ce field goal le plus vite possible et de gagner ce match. Les Jets qui sont en 4-3, assez incroyablement. Je pense que les Jets, enfin, moi personnellement, c'est l'équipe que je regarde le plus pour aller chercher un quarterback. Je pense que tu as la possibilité d'aller chercher Brissett, Tannehill, l'un des deux. Ça te fera plus le taf que ce que tu as en Zach Wilson. Un peu plus de sûreté. Je pense pas que Zach Wilson ce soit le futur, on est en train de le voir. Mais effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un changement un peu plus profond dans cette attaque des Jets à opérer, notamment au niveau du coordinateur. Parce que c'est le seul esprit, entre guillemets, offensif de cette équipe, et c'est pas un top esprit offensif. Ah, mais je veux dire, à la base, ils avaient Mike White l'année dernière bien sûr. en remplaçant. Et Mike White, ça fonctionnait bien mieux. Et Mike White, je le start limite, je préfère qu'il starte Trevion Simian que Zach Wilson, quoi. Mais c'est pour ça que je pense, et ça pourra nous faire une petite transition, mais quand on voit le match de Will Levis, on peut se dire que Ryan Tannehill a un avenir compté du côté des Titans, et un changement d'air pourrait compté, pardon. Ça pourrait, je pense qu'un changement d'air lui ferait pas de mal. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit rewind de la semaine. Je te propose de passer à la preview du Thursday Night Football entre les Titans en 3-4 qui se déplacent sur le terrain des Pittsburgh Steelers en 4-3. Deux équipes qui sont proches de l'équilibre, qui pourraient l'être avec une victoire des Titans ils pourraient être tous les deux en 4-4. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de suivre en particulier sur ce match-là entre les Titans et les Steelers jeudi, ou est-ce que tu vas suivre l'arrière de tes paupières à la nuit parce que tu penses que dormir c'est un peu mieux que de se réveiller pour ce match-là? C'est ça, je vais plutôt chasser les rêves que que de regarder ça. Non, évidemment que je suis intrigué. Je suis intrigué d'un coup de cette nouvelle hype avisée et assurée peut-être par le coach Mike Vrabel sur Mayoman, c'est-à-dire Will Levis. Banana Man. C'est ça, au Banana Man, enfin bon, bref. Mais ça va pas être techniquement, selon les statistiques, ça va pas être un gros match parce que en termes de points marqués, en termes alors la défense des Titans s'en sort mieux statistiquement que les Pittsburgh Steelers, donc c'est pour ça que ça va pas forcément être très gros match. Maintenant, si d'un coup le gars il est en sur-régime, Will Levis comme le match qui vient de se passer. Et qu'il envoie toutes les bombes et que il continue à être chanceux parce qu'il faut être chanceux quand même pour réussir ce qu'il a fait quand même quelque part et que ça arrive bien dans les bras de DeAndre Hopkins qui d'ailleurs a fait une petite passe interférence en passant mais bon je suis intrigué de savoir si Will Levis est capable de reproduire ça. Sinon après, je sais pas ce que tu vas dire, mais moi, par contre, je me pose la question sur l'état de santé de Kenny Pickett. Voilà, c'est tout. Ouais, effectivement, Kenny Pickett, on est un peu, il est sorti, il s'est fait remplacer du coup par Mitch Trubisky. C'est une semaine courte, du coup, avec seulement 4 jours entre les deux. Mitch Trubisky qui est rentré, qui a pas fait, il a fait du Mitch Trubisky. C'est un backup aux Steelers. Derrière Kenny Pickett. Il a le mérite d'avoir une connexion avec Kenny Pickens, avec George Pickens, mais après ça va être Tomlin il lui demande de game manager, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais game manage en game manageant pour les Jaguars en leur balançant 2 interceptions notamment. Donc c'est vrai que t'as quand même quelque chose où tu te dis bon, est-ce que ça peut donner quelque chose? Le jeu à la course, il a clairement pas été établi sur ce match-là du côté des Steelers avec 12 portées en cumulé pour Harris et Warren. Moi, c'est vraiment, tu t'en as parlé, c'est Will Levis, moi, qui m'intéresse beaucoup sur ce match-là, parce que quand même, démarrer un match avec 19 sur 29, 238 yards, 4 touchdowns, 3 pour DeAndre Hopkins sur 4 réceptions, un match à la Randy Moss, il nous a fait, où vraiment, il attrape et il va au bout à chaque fois. Westbrook Akini, Ikin, peu importe comment on dit son nom,
Westbrook Al-Khalid. Lui, pareil, une réception, un touchdown, 33 yards, il avançait et voilà. Du bon jeu intermédiaire. Je trouvais que l'équipe avançait plutôt pas mal. Derrick Henry aussi, parce que effectivement, quand t'as une équipe qui lance la balle plutôt de manière, qui lance bien la balle, le jeu à la course va un peu mieux. Donc on a vu Derrick Henry taper les 100 yards. Je suis très intéressé par ce match-là parce que pour le coup, on parle d'un test pour un jeune QB que la défense des Steelers. Alors, j'ai pas vu l'état de Minkah Fitzpatrick, j'ai pas vu s'il est revenu dans le match. Il sera pas là jeudi. Il sera pas là, il s'est blessé à la cuisse, si j'ai bien vu ce qui s'est passé. Oui. Donc c'est vrai que les blessures à la cuisse, tu reviens pas tout de suite, encore moins quand t'as 4 jours de préparation. Donc voilà, je pense que ça va être un match intéressant à regarder vendredi matin au petit-déj avec un bol de Choc-à-Pic. Voilà. Ou alors justement une banane dans la mayonnaise dans le café, quoi. Ouais, parce que Will Levis, pour ceux qui n'ont pas vu, Banana Man, parce que il mange une banane sans retirer la peau. C'est ça. Voilà. Et en plus, elle est noire, hein. Elle est pas belle, hein. Les peaux noires. Ah ouais, même les peaux noires, hein, il aime ça, hein. Donc non, il a la phobie du lait. Voilà. Ouais. Non, mais il a un grain, mais bon, c'est pas grave, hein. Si il fait une bonne carrière, tant mieux pour lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, comme dit Pagani. Hein. Bien le mal qu'on te souhaite. Hein. C'est ça. J'ai l'impression de bugger un petit peu pour cette fin d'épisode. On verra. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être revenu. Parfait. Un petit prono sur ce match-là, Alex. Qu'est-ce que tu vois? Victoire des Titans, victoire des Steelers. On est à Pittsburgh. C'est ça, on est à Pittsburgh. D'ailleurs, Aptin de Fantasy Ballers, représentant aussi le compte Steelers France, sera présent à ce match-là. Il était au match dimanche dernier. Il sera à ce match-là, on lance jeudi. Je vois victoire des Steelers. Et je vois victoire des Steelers, genre alors je connais pas la météo, mais bon, à mon avis, un 20-14. Ouais. Moi, je vois un 22-17 Titans. On verra. 22, c'est compliqué à avoir, mais on sait jamais. Ça peut D'ailleurs, vous aviez tous les deux pronostiqué avec GG les Titans gagnant contre les Atlanta Falcons. Et vous avez bien vu, moi j'avais pronostiqué Atlanta. Franchement, j'étais pas loin de gagner parce que, mais bon. On est d'accord. Mais on dit beaucoup de bêtises. Et là, vraiment, je veux qu'on retienne sur une chose sur les pronostics, c'est que j'ai vu la victoire des Broncos face aux Chiefs. Et j'ai hâte. Chapeau bas l'artiste. Ça me fait bien plaisir. Ça m'a fait un bon plaisir. Quand je me suis réveillé, je me suis réveillé 3 heures du match, j'ai regardé, j'ai fait, oh, les Broncos, ils ont gagné. Ouais, je vais pouvoir me la péter dans le podcast. Voilà, je suis content. C'est ces petites victoires. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais vous rappeler encore une fois les différents liens réseaux sociaux pour nous suivre. Ils sont tous dans la description, peu importe où vous écoutez l'épisode, il y aura dans la description tous les liens. Donc Twitter/X, le front office, Instagram pareil, YouTube pareil, Twitch pareil. On a une cagnotte Tipeee aussi si vous voulez nous soutenir. Ça nous permet de payer différents outils, voilà, mettre du sirop pour GG. Du sirop pour GG qui effectivement a une toux qui traîne et qui visiblement n'arrivait plus à parler. Donc voilà, vous avez sur Spotify, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. On voit toutes vos questions. On y répondra dans un épisode spécial avec Jérôme. Vous comptez le faire là. Lors du premier, on enregistrait quelques-uns. Extinction de voix oblige, on ne pourra pas, mais on garde toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Suivez les Fantasy Ballers aussi, nos bons amis qui seront en live. Du coup, Alex, tu seras en live mardi soir. Demain. Ça, demain mardi soir avec Aptin qui sera en live depuis les États-Unis. Et puis il y aura le halftime show le jeudi et puis après le warm-up. On revient à un horaire classique puisque c'était le changement d'heure. On revient en 17h15 ce dimanche. Top. Et du coup, Fantasy Ballers F sur Twitter, Fantasy Ballers sur YouTube, et un peu partout aussi sur Facebook, Instagram aussi, Twitch, évidemment. Ouais. Donc voilà, suivez tout le monde et Lala Packers, aka Alex Grosjean sur
sur X. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. On se retrouvera vendredi pour la preview de la semaine 9. On est déjà à la mi-saison de NFL, donc ce mi-saison veut dire trophée mi-saison du front office qui arrivera bientôt. On verra avec Jérôme quand on peut les enregistrer, mais on va vous prévoir un épisode supplémentaire qui arrivera à un moment. Voilà, c'est la petite chose différente qui va arriver. Game Zone aussi normalement qui arrivera le 8 novembre. On a quelques invités qui sont là, on est assez contents. Et il faut qu'on finisse le casting avant de pouvoir réellement faire la promo dessus, mais ça s'annonce plutôt cool, donc on a hâte de faire ça. Et voilà. Ce sera un petit mot pour finir, Alex. Merci de ton invitation, ça m'a fait très plaisir. Merci, le back-to-back, hein. On verra qui est malade la semaine prochaine et qui tu remplaces encore une fois. Je remplacerai ton chien. Tu seras là dans le background juste à aboyer. En train d'aboyer avec les ongles pas coupés, tu sais. C'est ça, ouais, bah exactement, c'est effectivement le petit souci. Attends, je l'ai juste là, le chien, voilà, pour ceux qui veulent voir, voilà, ça c'est la petite bestiole qui aboie, qui fait du bruit et qui fait des bisous. Donc voilà, ça, vous avez une petite vision d'un des deux chiens, puisqu'il y en a un autre qui est un peu plus grand et qui se laisse moins attraper. Ce sera du coup la fin de cet épisode de ce rewind de la semaine 8 de NFL. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à activer les cloches, à mettre des 5 étoiles un peu partout et à retrouver du coup mardi 31 pour ce soir d'Halloween un live des Fantasy Ballers sur pareil, la revue, mais plus sur l'axe de la fantasy. Je vous souhaite une bonne journée et vive le football.